Choix 98.1. Choix 98.1 Radio X. This is your lucky day. Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Début de semaine très confortable, 4 degrés. Cette nuit, ça va descendre un peu. On garde le 4, on met une petite barre devant, ça sera moins 4. On garde le cap pour demain, ce sera avec du soleil. Nuit froide demain à mercredi, mais du temps très, très doux pour le reste de la semaine. Et pour l'instant, dimanche, il fera très beau, mais c'est très, très loin. Monsieur Marc Bellemare, que vous connaissez, qui n'a plus besoin de présentation, ou presque, et qui signe des autographes partout où il va. Monsieur Marc, mes hommages. Hey, salut. Comment ça va? Ouais, ça va être compliqué. Fait que je tiens un crayon, là. Comment est-ce qu'il va? Des fêtes. Ouais, ça hein? va très bien. Bon, très ben bien, tant mieux. ouais. Ben, ça va super bien. Ouais, c'est parce que j'ai demandé à Brandon de te poser la question, Marc, parce que je parlais un peu du dossier de Marie-Pierre Morin, puis je me souviens qu'à l'époque, Claude Dubois avait fait son retour. Hein, les gens s'en souviennent au forum. Il était revenu comme habillé en boxeur, puis c'était le grand retour de Claude Dubois. Mais il avait été emprisonné, donc pour consommation là, de peu importe, de substances illégales. Mais là, on parle de quoi? Je pense que c'est dans les années 80. Hein, je pense pas me tromper. Là. Non, ça fait un certain temps, mais je sais que c'était associé à de la consommation et des drogues illégales, évidemment. Et je pense qu'il était à l'apportage pendant un certain temps. Il avait fait une cure. Là. OK. Mais, oui, c'est sûr qu'on y avait... Ben, les gens avaient oublié. C'est un peu ça, mon point. Les gens lui ont pardonné. D'ailleurs, il est revenu avec un hyper gros spectacle au Forum. Puis si on regarde depuis ce temps-là, Claude Dubois a eu une méchante belle carrière. C'est un des artistes québécois qui a le plus d'argent dans son compte de banque. Alors, faut... Je veux dire, tu peux trébucher dans la vie puis te relever aussi. Là. Il a purgé 90 jours en prison en 2014, je crois. Hein? Ouais. C'est bien avant ça. Non, je pense qu'il y avait une histoire d'alcool au volant. Oui, c'est ça, exact, en 2014. Des enfants qui étaient pas attachés ou je sais pas trop en Ah, arrière. mon Voilà. Dieu. Oui. Ça, c'était en 2014. J'essaie de retrouver pour... Non, mais il l'a échappé une couple de années. fois. Rappelez-vous quand il y a eu... écoute, j'étais à Québec 800 en 2010 ou 2011, quand on avait eu un genre de petite pandémie à l'époque. Il fallait tous se faire vacciner. Il voulait passer devant tout le monde dans le fil. Il avait fait parler de lui aussi à l'époque. C'était pas beau, Mais là? là, il n'a pas fait de prison pour ça. Non. Non, s'il fallait, hein? Marc, non, on n'est pas rendu là. Marc, allons-y, parce qu'il y a vraiment des bons sujets. C'est sûr que c'est des sujets qui sont pas faciles à traiter, mais c'est important d'en apprendre là-dessus. Commençons avec celui qui nous touche tous personnellement, violence conjugale. Oui, j'en parle parce qu'il est question d'Élisabeth Rioux aujourd'hui. Oui. La fameuse influenceuse là, qui, semble-t-il, a 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Là. Alors, écoute, ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé sur le fil de presse. Le procès commençait pour son présumé agresseur, là, Brian McCormick, là, qui est son ancien chum. Ouais. Je pense que c'est aussi le père du bébé. Là. Oui, c'est le père du bébé. C'est ça. Et ça m'a fait penser, là, comment ça se fait que ça a pris MeToo puis des sorties sur les réseaux sociaux pour que cette fille-là décide de parler. Parce que je me suis dit à un moment donné, s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, peut-être qu'elle n'aurait pas parlé, elle aurait gardé ça pour elle. Là. Parce qu'à un moment donné, elle a sorti assez fort et elle a accusé McCormick de ci puis de ça. Puis c'est ça, finalement, qui a débouché vers des accusations. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales qui ont accès à des réseaux sociaux comme ça et qui sont assez connues et qui sont capables de susciter une réaction d'indignation aussi forte. Là. Moi, je rencontre très souvent au bureau, dans le cadre de mes dossiers d'IVAC, là, des victimes de criminels, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Elles sont acceptées par IVAC presque automatiquement, sont indemnisées par IVAC. Mais quand vient le temps de la police, là, je dois te dire, il y a toujours une petite hésitation. C'est comme c'est envoyer une formule d'indemnisation à IVAC avec un rapport médical qui dit que tu es en dépression, un rapport psychologique, passe encore. Ils sont pas jugés, tout se fait administrativement, au téléphone, etc. Mais on dirait qu'aller voir la police, là, il y a comme une côte à remonter. Là. Puis même des fois, je leur dis, je vais y aller avec vous, madame. Là. Si vous déposez une plainte, je vais vous soutenir là-dedans. Puis je vais y aller avec vous s'il faut à la police. On va faire ça ensemble parce que vous ne pouvez pas laisser passer ça. Parce que ce qui vous a fait à vous, il va le faire à d'autres. Comprends-tu? On parle de gars, là, des fois, de 30, 35 ans, même pas 30 ans, là. Alors, tu sais, McCormick, ça a quel âge, ça, là? Ça n'a pas 30 ans, ce gars-là, là, d'après moi? Ça ne doit pas être vieux, là. Mais, tu sais, Marc, pour répondre à ton excellente question, et si je suis dans le champ, tu pourras me dire, mais me semble, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les femmes vont dire...
si je vais me dénoncer à la police, ça sera ma parole contre la sienne. Je vais revivre ça. Là, les gens vont me pointer du doigt. Je vais falloir que je raconte tout. Là, encore, tu sais, on dirait que les femmes ont peur. Aussi, on sait très bien que les sentences, c'est pas des grosses sentences dans la majorité des cas. Alors, on se met dans la peau de plusieurs femmes, puis je rajouterai l'élément, peut-être Marc Bellemare, une femme qui est moindrement connue doit peut-être se dire, si ça sort au grand jour, qu'est-ce qui va arriver de ma carrière? Est-ce que je suis dans le champ en disant ça? Non, c'est sûr. C'est sûr. Des fois, ça peut avoir un effet positif aussi, parce que les gens ont beaucoup de respect, les Québécois ont beaucoup de respect pour les femmes qui portent plainte et qui obtiennent des résultats et qui ont le courage d'aller à la police, puis qui ont le courage éventuellement de participer au processus de justice criminelle où il y aura des accusations, où il y aura des témoignages. Mais peut-être que dans certains milieux, ça peut nuire. Peut-être que, on ne le dira jamais, mais il y aura toujours des gens pour essayer de discréditer ces personnes-là, douter de leurs paroles. Ouais. Tu as raison quand tu dis c'est toujours la parole d'un contre la parole de l'autre. Mais à un moment donné, l'affaire, c'est que si c'est pas dénoncé, ces gars-là vont agresser, violenter des dizaines de femmes dans leur vie. C'est toujours les mêmes, là. Comprends-tu? Il y en a qui feront jamais ça, mais il y en a qui battent les femmes, qui agressent les femmes, qui poussent les femmes, des petites voies de fait, des petites bines, des étranglements, comme dans le cas de McCormick, là, il n'y a pas eu de plaidé coupable à des accusations d'étranglement, mais il y a quand même plaidé coupable à des accusations, je pense, de voies de fait, et de harcèlement ou de menace de mort, je sais pas trop, en tout cas, il y a 3 ou 4 accusations pour lesquelles il est plaidé coupable ce matin. Mais si tu le fais pas, ce gars-là, éventuellement, il va être accusé probablement, mais il n'y aura pas de récidive. C'est un prédateur, le gars, c'est ça, là. Si tu le fais, puis il le fait à 2-3 femmes après toi, ça veut dire qu'il y aura 2-3 accusations, il y aura des récidives, puis à ce moment-là, il va y avoir une gradation des peines, les sentences, les peines vont être plus exigeantes et les condamnations vont être plus sérieuses. Alors, mais je comprends que c'est pas facile, tu sais. Mais de toute façon, je sais pas si tu as déjà eu à faire une plainte à la police pour quoi que ce soit, juste une plainte de vol, une plainte de je sais pas quoi, là, tu sais, à un moment donné dans la vie, ça peut arriver qu'on est victime de quelque chose, là. Ouais. Et tu fais une plainte à la police. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le cas d'une plainte que j'avais faite pour une auto une fenêtre qui avait été brisée. OK? Ça fait peut-être une trentaine d'années. Mon char avait été, j'avais quelqu'un qui avait brisé une vitre, puis dans le voisinage où j'étais, il n'y avait pas plusieurs personnes qui avaient subi le même dommage. J'ai trouvé ça assez pénible, là. C'est vrai que ça fait 30 ans, là, même peut-être 40, là, mais tu sais, c'est pas facile. Faut que tu appelles, pour ça, faut que tu fasses une déposition, faut que tu rencontres un policier, là, il va prendre ta déposition, là, tu vas signer ça, puis là, éventuellement, il y aura peut-être des accusations, puis tu n'entends pas parler nécessairement, puis c'est pas nécessairement facile. Mais on n'a pas le choix que de passer par là. C'est comme ça que le système existe. Et je te ramène, Marc, dans un passé pas si lointain. Rappelle-toi, là, les gens pourront me donner les dates. Là, c'était quasiment je me demande si c'était pas dans la même semaine. Rappelle-toi les verdicts de Gilbert Rozon et d'Éric Salvaille, les deux non coupables en ce qui concerne des agressions, quasiment dans la même semaine. Et ça avait découragé plein de gens. Et même les organismes disaient, bon, ça va inciter les victimes à ne pas dénoncer, à ne pas porter plainte parce qu'on vient d'avoir 2 coups durs. Alors que là, on se faisait dire par les gens de la justice, faut pas abandonner, faut pas relâcher. Mais ça n'avait pas aidé, ça non plus, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est des agressions sexuelles. Moi, là, c'est un autre coche. Ouais. C'est sûr que l'agression sexuelle, ce qui est toujours au cœur du problème, c'est le fameux consentement. C'est toujours ça qui est toujours au cœur du problème. La présomption d'innocence, la preuve hors de tout doute. Alors, c'est pour ça que ces gars-là ont été acquittés. Mais il y en a d'autres qui sont condamnés aussi, là. Michel Venn a été condamné. Il y en a d'autres qui sont condamnés. Ils ne sont pas tous acquittés. Et dans le cas de violence conjugale, si tu as des bleus, tu as des traces de violence, s'il y a des voisins qui ont entendu des cris, tout ça est recevable en preuve. Et je dis pas que c'est plus facile dans le cas de violence conjugale, mais souvent, il y a une accumulation de preuves, puis il y a des dommages corporels. Exact. Les femmes qui sont victimes de ça, souvent, ils vont avoir des bleus, ils vont avoir des traces de violence. Et je sais que Mme Rioux, elle, avait conservé des photos, là. Alors, et on sait aussi qu'en matière criminelle, que ce soit agression sexuelle ou violence conjugale, il n'y a pas de prescription en termes de délai, là. Tu peux dénoncer un comportement violent, même si ça fait 10-15 ans que c'est arrivé. Peut-être qu'au moment où ça arrive, tu as des hésitations, mais des fois, en vieillissant, après 14-15 ans, on décide de passer à l'acte puis de dénoncer. C'est toujours le temps. Il n'y a pas de délai pour dénoncer la police. Parce que, Marc, la ligne imaginaire, tu sais,
violence conjugale, ça part où? Tu sais, comment je pourrais dire? C'est jusqu'à quel point on endure chez une femme ou peut-être même chez un homme, parce qu'il y en a des deux côtés, pour dire là, c'est la limite et je dénonce parce que c'est de la violence conjugale. C'est dur à... Comme tu dis si bien, oui, là, on a des coups, on a des blessures, on peut prendre des photos, ça laisse des traces, mais la ligne, elle se trace où dans des cas de violence conjugale? La violence conjugale, c'est pas un crime en soi, en ce sens que il n'y a pas un crime qui est identifié violence conjugale. Ça passe par les crimes connus. Les voies de fait, par exemple. Une voie de fait, là, c'est te faire pousser, c'est une voie de fait. Là, tu sais. Un contact physique non désiré, c'est voie de fait. OK? C'est pas compliqué. Là. Crier, là, gueuler, crier, engueuler à répétition, est-ce que ça fait partie d'eux? Ça peut être du harcèlement criminel. OK. Des menaces de mort, des menaces de lésions corporelles, je vais te casser la gueule, je vais te tuer, des affaires de même. C'est des mots, on va dire, mais c'est interdit dans le code criminel. Ce sont des accusations graves, ce sont des comportements graves, et c'est l'ensemble de... C'est pas compliqué, là. À chaque fois qu'une femme est victime de violence verbale, physique, elle le sent, c'est une agression, et elle doit, à ce moment-là, dénoncer. Et si elle ne le fait pas, bien évidemment, ça va s'aggraver avec le temps. Puis je comprends qu'il y a bien des femmes qui sont prisonnières de ça, qui ont des enfants, ils tolèrent, ils veulent pas briser le couple parce puis souvent ils sont dépendants financièrement. Je comprends que c'est pas facile, mais moi je peux te dire que j'ai réussi à convaincre beaucoup de femmes au bureau de porter plainte, puis ça a marché. Ça n'a pas toujours été le cas, bravo. Mais ça a marché dans plusieurs cas et j'encourage les femmes à le faire comme Mme Rioux l'a fait. T'es pas obligé d'être une influenceuse avec 1,6 million d'abonnés pour porter plainte. N'importe qui peut le faire. Et ce qui est le plus épouvantable, oui, quand tu as des enfants, c'est encore pire. Bien, je pense que, Marc, quand tu subis de la violence conjugale devant les yeux de tes enfants, ça, la couche là, que tu n'as pas de besoin, là, que ça ajoute, là tes enfants grandissent là-dedans, c'est tellement... Il n'y a pas plus malsain que ça en passant. Là. Bon, et moi, j'ai des dossiers d'IVAC là, au niveau des victimes d'actes criminels, là, où il y a 6 ou 7 personnes dans la même famille. Tu as des enfants qui ont vu le père battre la mère, des agressions sexuelles, des objets qui ont été lancés, de la violence, les enfants sont traumatisés, puis tout le monde est sur IVAC, tout le monde est en psychologie. Ils ont tous un psychologue différent, c'est tous des dossiers différents, mais ça fait des ravages, puis au bout de la ligne, ça coûte un bras, tout ça, là, parce que c'est nous qui payons pour les services d'IVAC, et c'est nous qui payons pour que ces victimes-là aient des soins psychologiques, et éventuellement des indemnités pour perte de revenus. Là. Jusqu'à quel point, en terminant sur ce sujet-là, parce que je suis convaincu, puis c'est pas des innocents, là, je suis convaincu, Marc Bellemare, qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, y en a-tu tant que ça, des cas de violence conjugale? Moi, j'ai l'impression, Marc, qu'il y en a pas mal plus qu'on pense. Bien, il y en a pas mal, puis je dirais que c'est une situation qui est de plus en plus dénoncée. Je dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on voit encore des féminicides, là, des homicides, des meurtres, encore cette année record. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, tout le monde est un peu à fleur de peau. Il y a des couples qui se brisent à cause de ça. Ça devient difficile. Les relations humaines sont plus difficiles qu'avant. On est moins tolérant, on est plus nerveux, on est plus inquiet. Et des situations comme celle-là se vivent et je pense qu'il y en a plus en période de pandémie. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Okay. Puis c'est important que les femmes le sachent et qu'elles ont une oreille. Bon, bien, merci en passant d'aider les femmes dans leur confiance, de dire, moi, là, je suis une femme, je me fais dire par Marc Bellemare, là, écoute, moi, y aller avec toi, là. Porter plainte, ça doit être vraiment intéressant. Alors, incroyable. Bravo, Marc. Deuxième dossier, harcèlement psychologique et non le moindre. Oui, c'est un dossier, c'est un petit jugement qui est sorti la semaine passée, qui est dans la presse de ce matin d'ailleurs. Il y en a été question. C'est un établissement de santé à Montréal dans lequel une situation de harcèlement psychologique est survenue. C'est-à-dire que c'est une femme qui a été victime de harcèlement psychologique, de menaces, de bullying, comme disent les Anglais. Au travail? Et au travail. Elle a été acceptée par la CNSST parce que tu sais que ça constitue un accident de travail. On peut être victime de harcèlement, ça peut être considéré comme un accident de travail. Je te dirais pas que c'est facile à prouver, c'est pas évident, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'il fasse enquête, il faut que la personne soit crue, il faut qu'il y ait des collaborateurs, il faut qu'il y ait des documents, il faut qu'il y ait des courriels, il faut qu'il y ait des audios, dans certains cas, des preuves matérielles.
comme quoi il y a du harcèlement psychologique. La CNESST n'accepte pas n'importe quoi. C'est même assez difficile d'être accepté. Mais dans le cas dont je te parle, le CIUS de Montréal avait contesté la décision de la CNESST qui acceptait le harcèlement psychologique parce que tu sais que les employeurs peuvent contester les décisions de la CNESST. On entend souvent parler des travailleurs qui contestent des décisions de refus, mais les employeurs, quand le travailleur est accepté, peuvent contester. C'est une façon de se défendre. C'est un peu ça. À ce moment-là, tu te défends, effectivement. Tu défends tes acquis, tu défends la décision qui te permet d'être indemnisé. Alors, c'est ce que la cliente a fait, et c'est une cause que j'ai défendue. Et l'employeur, donc, a contesté l'admissibilité en disant, mais écoutez, ça a pris 13 mois avant que la madame réclame, parce qu'elle avait produit sa réclamation CNESST 13 mois après le diagnostic, alors que la loi donne 6 mois. Et ce qui est arrivé, c'est que le juge a dit, écoutez, il regarde l'employeur, puis il dit, écoutez, vous le saviez, vous autres, que madame avait été victime d'harcèlement psychologique, qu'elle alléguait avoir été victime d'harcèlement psychologique, qu'elle est en dépression majeure, vous aviez tous les papiers. Est-ce que c'était au niveau des patrons ou des collègues de travail, Marc Bellemare? Non, mais c'est les collègues de travail qui avaient harcelé. Okay. Mais le patron contestait le fait que, parce que les autres, ils ne veulent pas payer, comprends-tu? Les employeurs, c'est eux qui payent le régime de CNESST. Là. Il y a 100 000 employeurs au Québec, puis ils potent à CSST. C'est une mutuelle d'employeurs, là, la CNESST. C'est les employeurs qui payent pour ça. Alors, c'est ce qui leur donne le droit de contester. Donc, l'employeur disait, vous avez pris 13 mois avant de réclamer, plutôt que 6 mois comme la loi le prévoit. Mais le juge leur a répondu, écoutez, vous le saviez qu'elle avait été victime d'harcèlement psychologique? Vous le saviez qu'elle avait rencontré un médecin pour ça? Pourquoi vous n'avez pas dit de faire une demande à la CNESST? Fait que ça revirait contre l'employeur, comprends-tu? Et ce jugement-là est intéressant parce qu'il vient jusqu'à un certain point amener une obligation du côté du patron de collaborer, comprends-tu, au processus, l'employeur ne peut pas garder pour lui des informations de cette nature-là. Regardez ses souliers pendant que le travailleur est en dépression et suicidaire. Et l'employeur doit collaborer dans ces cas-là en donnant l'information minimalement à la travailleuse pour qu'elle puisse adresser sa réclamation à CNESST. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un jugement intéressant parce que c'est tellement difficile, les cas de harcèlement psychologique, là, et c'est tellement compliqué parce que, tu sais, t'es en dépression majeure, t'es traité, t'es sur les pilules, tu n'as jamais fait affaire au régime de CNESST parce qu'on comprend que c'est pas une tendinite de l'épaule, là, c'est pas une fracture d'un fémur, là. On parle de harcèlement psychologique. Donc, tout se fait au niveau de la tête, tout se fait au niveau mental. Et c'est sûr que si l'employeur garde l'information pour lui, qu'il ne soutient pas le travailleur dans sa réclamation, ça devient plus compliqué. Puis c'est là qu'on peut avoir des problèmes de délai. Et ça, j'allais dire, ça, c'est une autre affaire. Quand t'es pogné là-dedans, là, puis encore une fois, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui l'ont déjà vécu. C'est parce que le moment que tu arrives, Marc Bellemare, pour dénoncer, là, tu sais que tu pars en guerre contre une partie de tes collègues, parce que non seulement c'est eux autres qui t'harcèlent, il y en a un ou deux qui vont prendre ton bord, il y en a 27 qui vont savoir que tu les accuses de ci. Là, les patrons, comme tu dis, ils veulent pas payer, ils savent pas trop quoi faire, ils sont pognés entre l'arbre et l'écorce. As-tu pensé l'ambiance, la pression, le stress, puis c'est ton milieu de travail, puis c'est là que tu te fais écœurer. Par texto, on dit sur la construction, c'est devenu la norme. Ils contestent toutes les réclamations. Toutes les réclamations, peu importe lesquelles. Ils ont, les employeurs, ce qu'on appelle des mutuelles. Ça n'existait pas il y a 30 ans, ça. Mais à un moment donné, ça a commencé à se développer. C'est-à-dire que les travailleurs ont des associations d'accidentés, des syndicats qui les défendent quand il y a un accident de travail. Il y a des avocats comme moi qui avons développé une expertise là-dedans. Mais les employeurs, eux, ils étaient tout seuls de leur camp, comprends-tu? Alors, à un moment donné, ils ont dit, on n'est pas plus fous que les travailleurs, on va se faire des associations nous autres aussi. On appelle ça des mutuelles. Alors, ça veut dire que, par exemple, dans le domaine des CPE, ils sont regroupés par mutuelle. Si tu te blesses dans un CPE, comme tu es intervenant, je sais pas, il y a un enfant qui te rentre dedans, puis qui tire ta chaise, puis tu te blesses, à ce moment-là, sois assuré que c'est une mutuelle, la mutuelle des CPE qui va contester la réclamation. Dans le domaine de la construction, les mutuelles sont très fortes, et c'est comme ça que les employeurs se sont regroupés. Puis, dans le fond, ça fait l'affaire des patrons, parce que eux, ils réussissent à s'engager des avocats. Ils ont des avocats spécialisés qui ne font que ça. Et moi, je les connais parce que je les affronte quasiment quotidiennement. Mais ça permet aux employeurs de faire valoir leurs droits un peu plus. Mais c'est sûr que si ça n'existait pas, moi, ça ferait mon affaire parce qu'on aurait moins d'opposition. Mais la vie, c'est comme ça. Hein? Tout le monde a le droit de se défendre. Exact. Autre dossier, celui-là, conjoint de fait.
Conjoint de fait, ouais. Écoute, les conjoints de fait encore aujourd'hui au Québec ont un statut différent des conjoints mariés. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, avec le Code civil, le nouveau Code civil, marié, pas marié, c'est la même chose. Mais évidemment que être marié, c'est pas comme être un conjoint de fait. Ouais. Donc, les conjoints de fait, ça veut dire que les conjoints n'ont pas de dette mutuelle en termes de pension alimentaire. Tu peux pas demander une pension alimentaire à un conjoint avec lequel tu n'as pas été marié. Okay. Par contre, les enfants, eux, ça ne change rien. Alors, les enfants ont le droit d'avoir le soutien des deux parents. Les deux parents conjoints de fait conservent l'autorité parentale. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se consulter dans l'intérêt de l'enfant pour prendre les meilleures décisions pour lui. L'école, les soins de santé, la garderie, le transport, l'habillement, tout ça reste. Alors que tu sois conjoint de fait ou marié, ça ne change rien au niveau des enfants. Maintenant, une chose que je veux rappeler aux gens qui vivent en concubinage, là, on appelait ça autrefois le concubinage. Aujourd'hui, on parle de... Dans le péché! Ben, avant le concubinage, on disait à côté. À côté, ça, c'est les années 70. Ah, là, tu nous rajeunis pas, là. Concubinage dans les années 80. On parle de combien de faits? Conjoint de fait, peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas. À côté. Tu me diras s'il y en a Brandon est à côté, je te le confirme. Ah, il est à côté. Moi, en fait, ce que je demande, là, je vous écoute parler, puis je me dis, y a-tu des côtés positifs à se marier? Sérieux? Le voyage. Le voyage de noces de 2 semaines, bon. Pour le conjoint, le moins fortuné, le moins instruit, le conjoint le plus démuni, c'est avantageux de se marier, c'est sûr, parce que s'il y a rupture du mariage, à ce moment-là, il y a des obligations alimentaires entre les conjoints. Ouais, mais ça veut dire que si tu gagnes 60 000 par année, puis ta conjointe en gagne 25 000, c'est intéressant pour elle de se marier, parce que si jamais le mariage foire, à ce moment-là, elle peut demander une pension alimentaire pour conserver le même niveau de vie, parce qu'on s'entend que si tu gagnes 3 fois son salaire, tu contribues davantage aux dépenses du couple et tu améliores son niveau de vie. Alors, au moment de la séparation, elle peut demander de conserver ce même niveau de vie-là et au moment du divorce, dire au juge, mais je vais avoir une pension qui va me permettre d'avoir le même niveau de vie que quand j'étais marié. Alors, exactement. C'est avantageux. Le mariage pour le conjoint le plus démuni, c'est un peu ça la raison pour laquelle le mariage existe aussi. C'est pour essayer d'équilibrer, si tu veux, les ressources dans le ménage, parce que chaque conjoint doit contribuer dans la proportion de ses moyens. Ben, c'est pour ça, là, on sort un peu du contexte dont tu nous amenais, mais c'est pour ça qu'entre autres, quand tu entends parler, mettons, de vedettes là, qui vont se marier, il y a des contrats, je ne sais pas si on appelle ça prénuptiaux. En anglais, c'est un prenup. Des genres de clauses que si on divorce, ben tu ne partiras pas avec tout ce que j'ai, parce qu'on parle de millions et de millions. Là, ça finit plus, là. Oui, c'est ça. Mais au Québec, on a l'union civile qui correspond au mariage. Si tu veux, c'est pas un mariage au sens de la loi du Code civil, mais c'est une union civile. C'est la même chose. Et dans ces cas-là, quand vous êtes marié, ben, il y a aussi, évidemment, le patrimoine familial. Le patrimoine familial, ça inclut la maison dans laquelle vivent les conjoints, les automobiles, les régimes de retraite, les meubles. Et ça, c'est partagé à 50-50 au moment du divorce. Mais si tu n'es pas marié, il n'y a pas de patrimoine familial. Alors, chacun garde ses affaires. Puis si la maison est au nom du bonhomme, puis que madame se sépare des conjoints de fait, à ce moment-là, elle n'a pas de recours. Là, Marc, là, juste pour bien se comprendre, là, que ça soit 2 ans de vie commune. Là, on parle d'être à côté puis de conjoint de fait, que ça fasse 2 ans, 12 ans ou 22 ans, s'il n'y a pas de contrat de mariage, ça ne change rien. On s'entend. Ça ne change rien, exactement. Parfait. Mais ce qui est important, c'est de conserver les factures. Puis moi, ce que j'ai toujours conseillé aux gens qui sont en conjoint de fait, c'est essayer donc d'être propriétaire exclusif de tel ou tel bien. Ça veut dire, l'automobile appartient à monsieur, les meubles appartiennent à madame, les factures sont faites au nom de monsieur, les factures sont faites au nom de madame. Comme ça, au moment d'une rupture, d'une union de fait, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Parce que on n'est pas obligé de se chicaner à savoir qui c'est qui a acheté ça, puis qui c'est qui a acheté ça. Et souvent, moi, j'ai eu des dossiers à un moment donné où des gens avaient vécu comme ça à côté. Et ça a été compliqué parce qu'au moment où ils se sont séparés,
madame disait, lui, il m'a donné 10 000 $, mais c'est un cadeau. Alors que le gars disait, non, c'est un prêt. Puis là, il n'y avait pas eu de papier, puis il n'y avait pas eu de chèque, puis il n'y avait pas eu d'écrit, puis là, il a fallu aller en cours. On est allé, puis on avait gagné, parce que moi, je représentais le monsieur là-dedans. Madame disait que c'était des cadeaux, mais à un moment donné, elle avait rapporté au gars qui avait vendu un char que c'était un prêt que son chum y avait fait. Fait qu'on avait fait une preuve, mais disons que tout se faisait sur une base verbale, là, puis c'était un peu compliqué. Alors, pour éviter ça, c'est important de conserver les titres de propriété de chacun des biens, puis d'éviter d'acheter en copropriété, si tu veux, là, parce que si tu achètes une TV puis tu payes moitié-moitié, quand ça va être le temps de partir, ça va compliquer le partage. Oui, mais tu as tellement raison, l'affaire des cadeaux, c'est parce que, tu sais, le Père Noël ne passe pas 365 jours par année non plus, là, ça va être correct, là. Des chicanes, des querelles. Tout se fait sur la gueule. C'est ça. Si tout est verbal, puis qu'il n'y a pas de comptabilité, puis après 20 ans, je vais te dire une affaire, là, essaye donc de savoir à qui appartient la TV puis à qui appartient l'ordinateur. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de la discipline en union de fait. Ouais. Même si chacun a ses affaires, il reste que tu peux accumuler 25-30 000 $ de biens, des fois plus, pendant une vingtaine d'années de conjoints de fait. Et ça peut compliquer le partage singulièrement, à moins que tu aies des documents. Bien, c'est sûr que tu peux t'entendre à l'amiable aussi quand tu pars, surtout si la rupture se fait de façon conviviale, mais c'est toujours mieux de garder ses preuves. Et Marc, c'est tellement un bon point. Puis, tu sais, parmi les auditeurs, c'est pas une question d'âge, là, que vous soyez un nouveau couple, vous ayez 20 ans, ou un nouveau couple, vous ayez 62 ans. Ce que tu dis, c'est tellement ça. On met nos factures à quelque part, on a chacun nos biens. Fait qu'à partir du moment où il arrive un problème, on repart avec nos affaires, un camion ou l'autre, puis c'est terminé, on passe à un autre appel. Parce que sinon, ça finit plus. C'est la parole d'un contre l'autre, puis la belle-sœur embarque, puis le beau-frère, puis le voisin, puis là, ça finit plus. Exactement. OK. L'alcool au volant, on est pas mal là-dedans, là, dans le mois de décembre. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, samedi passé, il y avait une dépêche d'un gars qui a été arrêté à l'Abbé, au Saguenay. Monsieur est un peu éméché. Samedi soir passé que ça s'est passé. Alors, le monsieur est un peu éméché. Il s'en va au dépanneur, puis il a de la misère avec son change. Il a de la misère à payer tellement il est sous. Je sais pas, il échappe de l'argent à terre. En tout cas, il est mêlé dans ses cartes. Et ça donne qu'il y a un policier qui l'observe. Bon. Au dépanneur, des policiers, comme tu le sais, de temps en temps, vont au dépanneur aussi, même pendant leur chiffre. Et il regarde le gars sortir, puis il décide de le suivre. Alors, monsieur pénètre dans son véhicule automobile, puis dès lors, il est arrêté pour alcool au volant. Alors, la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que la seule façon d'être arrêté pour alcool au volant, c'est d'être dans ton char, arrêté à une lumière rouge avec une police qui est de l'autre bord, qui voit que tu es éméché. C'est pas le cas. Okay. Dès que tu es en contrôle, dès que tu es assis au volant, dès que tu es dans une position où on peut dire que tu es en contrôle, que tu as la garde du véhicule, même si le moteur ne tourne pas, même si tu es dans ton parking chez vous, tu peux être arrêté pour alcool au volant. Et d'ailleurs... Même les clés dans tes poches? Même les clés dans tes poches. Si les clés sont à l'extérieur du véhicule? Oui, attends un peu. Okay. Si tu es dans une situation où tu as la garde et le contrôle du véhicule et que tu t'apprêtes à prendre ton véhicule. Tu marches, tu t'en vas, tu es proche de ton véhicule, tu es sûr que tu t'en vas prendre le contrôle de ton véhicule. De toute façon, le policier n'est pas fou, il va te laisser aller un peu plus. Là. Il va s'assurer que tu es bien accroché comme poisson. Là. À un moment donné, tu ouvres la porte, puis là, il vient t'arrêter, puis il passe le test, alcool au volant, 0.16 d'alcool dans le sang, t'es fait. Parce que depuis longtemps, moi je me souviens à l'université, c'était déjà le cas, si tu es à la place du conducteur, tu es réputé avoir la garde du véhicule. Il y a une présomption dans le code criminel. Et tu peux faire la preuve que tu ne voulais pas te servir de ton véhicule automobile. Si tu réussis à convaincre le juge que tu ne voulais pas te servir de ton véhicule automobile, à ce moment-là, tu vas être acquitté. C'est peut-être plus facile d'en cours chez toi si un voisin t'a dénoncé. Mais à partir du moment que tu sors du couche-tard, que tu es sous comme une botte, puis que ça paraît, même la caissière l'a vu, les policiers te suivent, t'embarques dans ta voiture, t'es dans le trou, puis sais-tu quoi? Zéro peine pour ça. Regarde, zéro. On est en 2021. C'est inacceptable dans tous les sens du terme. Disons que t'es dans une soirée, puis là, tu vas aller chercher quelque chose dans ta voiture. T'es mieux d'aller du côté passager.
Comme ça, il y a... T'es mieux d'aller du côté passager, mais tu peux aussi faire la preuve que tu es allé dans le coffre à gants chercher, je sais pas moi, une paire de gants, ou tu es allé chercher une tuque, ou tu es allé chercher une carte routière, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ton téléphone, ton cellulaire. Une carte routière dans un party. Je vous jure, le monsieur... Je trouve pas les toilettes. Tu veux montrer le chemin que tu prends pour aller en Floride. C'est ça, pour aller en Virginie dans 3 mois, tu sais. Non, mais attendez, les gars. Brandon, il y a un mot... Je pense à ça, là. C'est sûr que... Non, mais si tu peux convaincre la police ou le juge que tu étais dans un party, il y a 7-8 chars dans le cours, et tu es allé dans ton char, tu marchais tout croche, tu étais dans ton char chercher quelque chose, puis tu n'avais pas l'intention de partir, puis qu'il y a 2-3 chars en arrière de toi, ben le policier, il va te laisser aller, ou ben non, s'il t'accuse, ils sont pas innocents en plein. Présomption. OK. Il y a une présomption. C'est à la place du conducteur, tu es réputé avoir la garde du véhicule. C'est ça la question. C'est une présomption. C'est-à-dire que être assis là, en état d'ébriété, dans ton véhicule, ça laisse présumer que tu vas t'en servir et que tu en as la garde. À ce moment-là, tu es en infraction criminelle. Mais si tu peux renverser cette présomption-là avec une bonne raison, alors c'est comme ça que la loi est faite. Mais ce que je veux simplement dire ce soir, c'est que faut pas penser que l'école d'alcool au volant, c'est juste les gars qui se font arrêter avec les cerises en arrière quand tu roules à je sais pas moi, à 20 sur l'autoroute à hauteur de ou tu te fais accepter dans un barrage, mettons. À hauteur de Saint-Apollinaire, sur l'autoroute 20, donc peut-être que là, il y a un problème. Ça peut être des chances d'avoir de la visite, mais là, tu roules. Mais tu peux être accusé d'alcool au volant, même si tu roules pas, puis ton véhicule est immobilisé, et même si le moteur tourne pas. Ben Marc, pour renchérir en terminant sur ton cas de dépanneur, je pense que c'est Jérémy qui m'a raconté ça dans le show du matin week-end il y a 2 semaines. Je pense que c'est encore dans ce coin-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 2 semaines, il y a un bonhomme qui était sous, flambant nu, dans sa voiture, derrière le volant. Il roulait à peu près à 10 km/h. Les policiers l'ont suivi. C'est-tu ce qui s'est rendu? Il s'est rendu lui-même au poste de police. Fait que les gars, ils ont ouvert la porte, il était nu comme une banane, ils l'ont ramassé en voyant dedans. Faut-tu être sous solide, là? Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'ils l'ont habillé, tu penses, avant de rentrer dans le cachot? J'ai l'impression qu'ils doivent avoir des t-shirts de Calinette, tu sais, des t-shirts que tu ramasses, puis des casquettes, des affaires de même, parce que ça n'a pas de sens, là. Des vieux t-shirts du Carnaval de Québec. Hey, Marc, c'est toujours un plaisir. Est-ce que, là, la semaine prochaine, Brandon, c'est-tu des reprises? C'est des reprises. C'est des reprises. Oui. Donc, Marc est en congé. Oui. Mon Dieu, OK. Alors, Marc, t'es en congé. Congé payé, en plus. Merci, les gars, c'est gentil. Tu reviens juste en 2022. C'est ça. Alors, je veux souhaiter des belles fêtes à tout le monde. Hein. On a fait une belle job cette année. Et c'est pas la première et c'est pas la dernière. Et puis, les auditeurs aussi qui sont là souvent le lundi, là, fidèles au poste. Ben oui. Alors, des joyeuses fêtes à tout le monde. Ben, au nom de Marceau, parce que c'est lui qui est le capitaine du navire, merci, mon Marc, pour ton implication, parce que bon, tu fais partie des beaux résultats du sondage à Marceau. Il pourra t'en reparler personnellement. Ben, merci d'être là, puis passe des belles fêtes avec toute ta famille, mon cher ami. C'est bien, merci à vous deux aussi. Salut, à bientôt. Bye-bye. Bye. Marc Bellemare, puis c'est vraiment vrai, là. Le bonhomme est dans voiture, il est nu comme un verre. Je sais pas s'il y a une tuque des expos puis des bottes. Il roule pas vite, fait que les policiers sont en arrière. Fait que là, il roule 12 km/h. Ils vont se dire, comme Marc a dit, tu lui laisses la corde. Ben ouais. Fait que finalement, tu sais, là, les gars ont dû se dire, ou dans l'auto, ben, les filles, les policiers, ça ressemble au chemin qu'on prend par aller au poste, je peux pas croire. Puis là, le gars, il zigzazait. Puis à un moment donné, il arrête dans le stationnement du poste de police. Fait que quand ils ont été le cueillir, ils ont ouvert la porte, ils ont fait un méchant saut. J'imagine, t'imagines. Puis en fait, on me dit à l'oreille que la seule chose qu'il portait, c'était des gants. C'était des gants, puis il y avait sa ceinture de sécurité au moins. Ah, OK, je pensais que tu allais dire qu'il y avait la ceinture du carnaval autour, une ceinture fléchée autour de la... ça devait être très beau. Le métier de policier, on va vous dire une chose, moi je l'ai fait il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de patrouiller pendant une nuit avec des policiers. Ah ouais? C'est une expérience, je l'aurais refait, là. Écoute, quand je me suis couché le soir, la seule affaire, c'est tu patrouilles toute la nuit. Mm-hmm. Puis là, je me suis couché, peut-être qu'il était 6 heures du matin, ça a pris à peu près 2 heures à m'endormir. Je me prenais pour un policier, moi, là. Ben ouais, c'est sûr. Et cette nuit-là, c'était, écoute, ça s'invente pas, là. Il y a à peu près, on s'entend-tu qu'à Québec, par année, en moyenne, quand il y a 5 meurtres, c'est beaucoup, avec 3 tentatives, ben cette nuit-là, j'étais tombé sur une tentative de meurtre à Loretteville. Les policiers m'ont tous dit, c'est un hasard incroyable parce que ça arrive à peu près jamais, Robbie, là. Puis toi, t'as pu assister à ça? Ou ils t'ont dit, attends, dans le char? Moi, j'étais dans le véhicule.
du lieutenant au sergent à l'époque, William Trudel, qui est un des propriétaires de Fleur de Lys, entre autres. Et il y avait Pierre... c'est-tu Pierre Poirier? Je pense que oui, qui était aux communications de la Ville de Québec. Bon, j'étais avec eux autres, puis je les ai suivis. Fait qu'on faisait des arrestations. Eux autres, ils patrouillaient. Écoute, je te donne juste une petite anecdote avant de s'arrêter. Mm-hmm. On arrive à un moment donné dans Québec, là, Québec-Limoilou, dans ce coin-là. Il y a une femme qui avait appelé, il était peut-être à 1h du matin. Il y a un gars qui avait cogné à sa porte, elle capotait. Puis, sincèrement, tu es en train de dormir, là, puis il t'entend, c'est pas le fun, t'es tout seul. Mais non. Fait que le gars, c'est parce qu'il s'était trompé de porte, comme ça peut arriver souvent. Fait que, tu sais, c'est là que tu voyais, policier, pas énervé, puis William Trudel, là, c'est un maudit bon gars en plus, ont été arrivés. On s'est même pas rapproché de la porte. On était quand même une bonne distance. William a juste baissé sa fenêtre. Il a parlé au monsieur qui cognait un peu partout, qui était malade. Il dit, « Monsieur, je pense que vous cherchez une adresse, puis on a des plaintes comme de quoi que... » Puis là, le gars, ça s'est fini un peu en riant. Puis tu comprends? Mm-hmm. Pas d'arriver là, c'est flash, puis tasse-toi, puis le prendre, puis le cogner, puis le... Non, pas dans le respect total. Puis il est arrivé une couple d'événements durant la soirée où tu te dis, attends un peu, là, pas toujours facile, cette job-là. Des fois, tu as des moments plus drôles un peu, plus cocasses, mais c'est un job. Je ne veux pas faire pleurer personne. Comme dans n'importe quel job, c'est pas si facile que ça. Puis on va s'arrêter, parce que là, sinon, on va parler jusqu'à 8 heures. Ouais. On s'arrête. Marceau, le soir. Marceau. Radio X.